Donc pour cette table ronde, alors d'abord, donc je voudrais remercier ABCD Art Brut de nous accueillir. Je voudrais remercier très vivement les Instants Chavirés grâce auxquels vous êtes assis, qui est donc l'autre lieu d'art contemporain, Centre d'art à Montreuil, qui se trouve au bout de la rue et qui ont une très belle exposition en ce moment que vous pouvez aller voir. Voilà, et puis je voudrais aussi remercier les participants à la table ronde. Donc Barbara Saparova, qui est docteur en esthétique. Barbara Saparova, qui arrive tout de suite et qui est docteur en esthétique et qui est présidente d'ABCD Art Brut. Béatrice Steiner, qui est psychiatre et psychanalyste et qui s'intéresse depuis longtemps à l'art brut. Peut-être aurez-vous l'occasion d'en parler un petit peu. Et puis nous allons apporter d'autres chaises. Et puis nous recevons 3 artistes. Claire Tabouret, qui est peintre, qui ne fait pas que de la peinture, dont vous pouvez voir dans l'exposition le temple, fait avec des tissus récupérés lors d'une résidence en Chine, ainsi que son grand tableau au feutre, on peut appeler ça comme ça, qui se trouve dans la niche au fond, c'est la maison inondée, qui est intéressante par son processus en lui-même, puisqu'il s'agit d'un travail au feutre extrêmement lent, enfin Claire nous en parlera, d'autant que cette maison s'inscrit dans une série, puisque Claire, à ce moment-là, a fait beaucoup de dessins au feutre, qui dans un cadre, dans un rituel peut-être dont tu évoqueras. Benoît Pipe, qui est l'auteur de la table, qui se trouve derrière vous, qui est une installation qui s'appelle Sculpture de fond de poche, et dans laquelle vous voyez que Benoît, en récupérant, enfin il nous expliquera, je vais raconter, crée ces mini-sculptures, qui là encore impliquent un certain investissement, un certain temps et dans le vide. Et enfin Rieko Koga, qui est venu nous rejoindre et qui en fait a réalisé ces broderies que vous trouvez au mur, le grand tissu, enfin la grande on peut dire tapisserie, broderie qui est accrochée ici, et les deux œuvres sous cadre. Voilà, donc comment est-ce qu'on va fonctionner pour cette table ronde? On va lancer des questionnements et comment? Tu ne t'es pas présentée. Ah oui, moi je suis Émilie Bouvard, je fais la médiation de cette table ronde pour portrait, la modération de cette table ronde pour portrait, et donc je suis l'une des 5 commissaires de l'exposition avec Camille Pollan, Septembre Tiberghien, Marion Aluchon et Sonia Ricassens. Et je suis aussi présidente de l'association qui a organisé qui a co-organisé cette exposition. Donc, la façon dont on va procéder, c'est que cette table ronde, elle va vraiment s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire pour un artiste que de travailler dans la lenteur, sachant qu'on a ici fait le pari de prendre à la fois des artistes bruts et des artistes contemporains, de les mélanger et de vous donner la possibilité d'apprécier ces œuvres sans que vous sachiez quelle était la vie, en fait, vie difficile ou pas, des artistes dont il était question. Donc on a postulé que dans l'acte de création, il y avait une sorte de communauté. Voilà, c'était un peu le postulat de cette exposition. C'est aussi le postulat un petit peu enfin c'est un postulat, c'est une chose qu'on va interroger dans la table ronde. Voilà Barbara qui nous rejoint. Et donc j'allais justement poser la première question. Je vais m'adresser à Béatrice et ensuite Barbara qui est chargée de la collection et puis nos artistes vont pouvoir répondre les uns les autres aux réflexions et aux pistes que va lancer Béatrice. Donc c'est vraiment un dialogue où chacun réagit en fait à ce qui est lancé. Bon, alors, ma première question sera une question un petit peu générale, un peu philosophique, qui est qu'est-ce que ça veut dire que la lenteur et qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on entend par lenteur. On va essayer d'approcher un peu le concept. Qu'est-ce que c'est que la durée, qu'est-ce que c'est qu'un travail qui s'inscrit dans ce temps, et comment est-ce que on peut aborder cette voilà. Et comment, j'en ai vraiment désolée, comment est-ce qu'on peut aborder cette question-là? Dès que les chaises sont installées, on répondra.
beaucoup. Et voilà Camille, la 5e commissaire de l'exposition. Voilà. Tout le monde est installé. Alors, donc voilà, Béatrice, qu'est-ce que vous avez, comment est-ce que par votre pratique, par vos réflexions, vous abordez comme rapport au temps et au temps long dans la création? Alors, moi, dès que j'ai reçu le carton d'invitation de cette exposition, je me suis interrogée sur la validité du terme de lenteur, parce que je me suis dit que c'était un critère très difficilement objectivable. Il y a un peintre, je crois que c'est Monet, qui disait quand je ne peins pas, je peins. Donc, je me suis dit qu'il y avait plusieurs temps. Il y a un temps préalable qui prend je ne sais pas quel temps. Si on se réfère par exemple aux calligraphes japonais, ils ont un temps de préparation où il ne se passe rien, apparemment, qui est un temps très long, et le temps de la création est lui-même extrêmement vif et rapide. Je vous coupe, c'est d'ailleurs le cas du travail de Marie Minato, qui a fait le dessin. Alors, si on se réfère à la durée d'exécution d'une œuvre, ou même d'un ensemble d'œuvres, c'est lenteur par rapport à quel repère? Ça devient tout de suite sujet à un éventail de critères absolument incroyable. Alors maintenant, si on essaye de qualifier le geste de l'exécution, il y a tout un imaginaire qui se met en route. Alors d'une part, on peut quand même repérer des gestes vifs ou des gestes minutieux, mais est-ce que réellement vivacité et minutie s'opposent? C'est pas toujours certain. Il y a des gestes qu'on va dire jetés, il y a des gestes avec repentir. Il y a des œuvres qui peuvent donner une sensation, une impression d'urgence à faire, et d'autres de prendre tout son temps. Donc, on a l'impression que là, les critères se baladent tous un peu partout et qu'on ne peut réellement pas en retenir un. Néanmoins, le terme de lenteur retentit assez bien dans notre imaginaire. Alors pourquoi? D'abord parce que, me semble-t-il, le terme de lenteur invoque une sorte de rétention. Qui dit lenteur dit un contre le temps, une rétention, une résistance à faire durer. Alors, est-ce que ça peut aller jusqu'à ce qu'on pourrait appeler une inhibition, c'est-à-dire une rétention totale? Est-ce que c'est simplement ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire je m'y mettrai tout à l'heure, et demain, après-demain? Maintenant, il y a tout ce qu'on appelle les jeux de patience. Il faut une infinie patience, j'imagine, pour réaliser l'œuvre d'ACM. Et dans cette patience, il y a peut-être au contraire moins de la rétention que une certaine distillation de la jouissance à faire. Donc, vous voyez que là encore, on parcourt avec cette idée de lenteur toute une gamme où on ne peut pas isoler grand-chose. Ce qu'on peut se dire, c'est que créer d'une façon ou de l'autre suppose un certain mode de catharsis, c'est-à-dire que pour le sujet qui crée,
cela vise, ou en tout cas obtient, une sorte de décharge émotionnelle. Il y a une décharge des tensions. Il y a le à faire et puis le fait, qui suppose une sorte de repos par rapport à cette tension de départ. Alors maintenant, si on s'en tient à la dimension de la durée, c'est-à-dire l'idée qui est évoquée dans le texte là, qui est de prendre son temps. Alors ça invoque autre chose, ça invoque le réel du temps. Alors c'est quoi le réel du temps? Le temps, c'est ce qui s'impose à nous tous et au monde et à l'univers en permanence, un temps linéaire qui s'écoule imperturbablement à son rythme, à lui, et qui nous engloutit tous. C'est-à-dire que là, on voit tout de suite se dresser l'image de Chronos, si bien représentée par Goya, dans son Chronos dévorant ses enfants. Dans ce temps-là, nous disparaissons tous. Ce temps-là, évidemment, on peut être tenté d'essayer de le retenir. Maintenant, ce temps qui s'impose à nous tous, et qui là est mesurable, enfin, on a trouvé des outils pour le mesurer, ce temps qui s'écoule. Et encore une fois, il s'écoule quoi qu'on fasse, ou même si on ne fait rien. C'est-à-dire à la seconde où je parle, la seconde précédente est écoulée et plus personne ne pourra revenir dessus. C'est-à-dire que dans les choses humaines, on ne sait jamais comment ça aurait été si on avait fait autrement que ce qu'on a fait. On ne peut absolument revenir jamais en arrière. Donc ce temps-là, il est, j'ai envie de dire, imperturbable. Alors c'est vrai que dans l'histoire de Chronos, qui dévore ses enfants, quelqu'un a eu la bonne idée à un moment de lui filer une pierre à la place d'un enfant. Et peut-être que l'artiste, c'est ce qu'il fait, c'est donner une pierre réputée quand même plus durable ou moins digestible à ce temps qui s'écoule pour y inscrire une sorte d'éternité, c'est-à-dire arrêter le temps dans cette pierre. Et maintenant, le temps qui s'écoule imperturbable comme ça, nous y sommes tous d'une façon différente. Par exemple, un prisonnier, quelqu'un qui est hospitalisé dans une institution, n'a pas le même rapport au temps qui passe que celui qui part au bureau tous les matins ou à son travail, qui a mis une charge, enfin bref, le temps est différent pour chacun de nous. Il est rempli de choses différentes pour chacun de nous. C'est pas pour rien qu'on peut penser que les processus créatifs surviennent volontiers chez les personnes en institution, chez les prisonniers, chez les retraités qui découvrent un autre temps que le temps du travail. Et vous savez que très souvent, les auteurs d'art brut, ça commence à un âge relativement avancé. La production commence à un âge avancé, voire typiquement à la retraite. Donc, on est plus ou moins contraint dans le temps selon la situation qu'on occupe. Alors du coup, ça implique une autre question, c'est quoi le temps de la création? Alors ça va vite ou ça va lentement? Comment savoir? La première question que je me suis posée par rapport à ça, c'est, voyons, est-ce qu'on pourrait dire qu'on peut rêver vite? Ben non, alors il y a une réponse toute faite qui est celle de Freud et qui est l'inconscient ne connaît pas le temps. Ça pose question, ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire quelque chose de tout à fait intéressant pour ce qui est de la création. Si on parle du temps chronologique, rêver, ça prend 1/1000 de seconde. Et en 1/1000 de seconde, vous avez un récit qui peut durer 1 heure à raconter, surtout si on associe dessus. Donc en 1 milliseconde,
on invente un scénario d'une complexité incroyable. Du coup, je me suis demandé pourquoi c'était comme ça. C'est qu'au fond, le temps chronologique, le temps qui passe, tous les temps que nous vivons, tous les instants que nous accumulons dans notre temps de vie, se déposent au fond de notre mémoire. Et par définition, on n'oublie rien. Alors vous allez me dire, c'est pas vrai, moi j'ai oublié plein de trucs. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que tu te souviens, on était à tel endroit, ah non, je me souviens pas du tout, mais si, il y avait machin, ah oui, ça y est, je me souviens. Alors, le ah oui, ça y est, je me souviens, ça veut dire que une évocation d'une association permet de retrouver une chose qui était soi-disant oubliée, mais qui en fait était là et que simplement on n'était pas allé chercher. Le problème de l'oubli, c'est pas que c'est oublié, tout est inscrit dans notre mémoire, c'est que simplement l'oubli, c'est la gestion de la mémoire. Hein, c'est la mémoire, on peut le prendre autrement, la mémoire, c'est la gestion de l'oubli. On ne peut pas avoir tout dans la tête en même temps, on exploserait. Donc on gère et on a des cases où on range tout ça, et les cases, elles sont connectées entre elles, et quand on vit, et on se souvient de certaines choses, mais pas de tout en même temps. Donc tout s'est déposé comme ça en strates superposées dans notre cerveau. Et tout se trouve interconnecté, selon des réseaux associatifs qui sont complètement individuels. Si la structure d'un cerveau, c'est la même pour tout le monde, pour chacun de nous, chaque événement, chaque instant se trouve associé, connecté à un autre pour des raisons qui nous sont entièrement personnelles et individuelles. Ce qui fait qu'aucune mémoire n'est jamais superposable à une autre. On a beau essayer de partager des souvenirs, on s'aperçoit très vite que c'est pas les mêmes choses qui nous reviennent, et c'est pas, le souvenir n'est pas connoté de la même façon pour chacun de nous. Alors, du coup, le temps qui passe devient un temps bizarre, puisque c'est un temps localisable dans l'espace du cerveau. C'est-à-dire que le temps en question, il devient topologique. Il est dans toutes nos petites cases, dans tous les neurones. Et ce temps topologique est probablement celui qui fonctionne dans le temps de la création. Alors, c'est un temps auquel on n'a pas accès. Il y a toute une logique qui nous échappe. Les mécanismes associatifs qui nous gouvernent dans ce temps-là, ils nous échappent complètement. Je ne crois pas qu'un artiste pourrait dire, enfin ça sera intéressant de les interviewer pour leur demander à quoi ils pensent. On va leur demander tout de suite. On va leur demander tout de suite à quoi ils pensent pendant qu'ils créent. En fait, j'ai pas l'impression que, pour commencer, mais quand je produis quelque chose, enfin, quand je fais, j'ai pas l'impression, je suis pas conscient que je fais. J'ai l'impression que c'est des moments tellement différents les uns des autres qu'il n'y a pas de moment. D'ailleurs, je me pose souvent la question, je me dis mais quand est-ce que je travaille finalement? Et j'ai l'impression que c'est de toute façon des étapes, et que même quand on a l'impression de rien faire, finalement il se passe quelque chose. J'ai l'impression que c'est vraiment distillé dans des étapes. Il y a le temps de l'observation, le temps de la réalisation, qui est peut-être celui le plus identifiable comme un moment de travail, mais les autres, à un moment où j'ai pas forcément l'impression de travailler, sont à mon avis peut-être autant décisifs. Et c'est pour ça que je me pose souvent la question, quand est-ce que je travaille finalement, surtout dans un monde où on parle beaucoup du travail. Je pense qu'en tant qu'artiste, on se pose peut-être plus la question aujourd'hui qu'à certaines époques. Mais voilà, je le vois un peu comme ça. Alors, c'est marrant que vous disiez travail, parce que oui, c'est un travail, mais c'est un travail inconscient, enfin inconscient. Peut-être pourrait-on dire plutôt subconscient. J'imagine quand même qu'il y a des images,
ce qu'on pourrait appeler une sorte de rêverie. Peut-être que dans la broderie, il y a plus de rêverie. En rêvant, je brode. Pardon? En rêvant, je Oui, brode. je brode. Oui. Et Claire, sur ce petit point, Moi, j'ai sur l'impression, cette description que faisait Béatrice. pour essayer de répondre à la question, il faut que je différencie un tout petit peu des familles dans mon travail. Parce qu'en fait, les deux œuvres que je présente ici, c'est quand même des choses qui se font dans un temps parallèle. C'est-à-dire qu'il y a le temps de l'atelier où je fais de la peinture, où je fais un travail de peinture figurative, qui se passe dans un temps que... Enfin, moi, j'ai tendance à l'associer à... J'ai l'impression que je fais de l'escrime ou que je fais de la boxe, il y a quelque chose comme ça. Déjà, physiquement, j'avance, je recule. Et je ne suis plus du tout dans le monde des mots, par exemple. Et à quoi je pense? Je crois que je ne pense plus que par vision, par couleur et par atmosphère. Voilà, donc ce temps-là, il est totalement attirable. Il peut se passer 8 heures, il peut se passer 10 minutes. Bon, voilà. Ensuite, il y a le temps particulier, très différent pour moi, qui est par exemple celui des maisons inondées, du temple. Pour ces travaux-là, j'ai installé une sorte de geste prédéfini, une sorte de processus, qui permet en fait justement la rêverie dont on parlait, parce que comme j'ai, par exemple, les dessins au feutre, c'est des dessins que je commence en haut à gauche de la feuille et j'applique des petits traits comme ça, et quand j'arrive au bout, je remplis la ligne du dessous, et tout ça crée une trame. Et les traits se calent, c'est juste ma main qui a décidé de la taille du trait, mais ça devient un rythme, ça devient une méditation, une respiration. Et là, pour le coup, peut-être je pense plus, je rêve plus, ça permet beaucoup plus de liberté pour l'esprit. Et par exemple, les couleurs qui apparaissent dans ces dessins, celui-là est assez sombre, mais il y en a d'autres qui sont dans des roses, dans des bleus électriques, dans des choses complètement fantastiques, qui sont pas du tout l'atmosphère de mes peintures. Et je pense parce que ça m'ouvre. À quel moment vous avez appelé ça les maisons inondées? Alors c'est une série que j'ai commencée en 2008, mais c'est arrivé après un certain temps déjà d'accumulation, parce que ça a commencé par ces fameuses boîtes de photos. Enfin, je dis fameuses parce que j'en avais parlé déjà avec Émilie. C'est que à l'atelier, j'ai une autre chose qui est que j'accumule des images que je trouve. Et il y a un moment donné, j'ai commencé à avoir beaucoup de photos de maisons inondées, qui étaient des choses que j'ai trouvées dans les journaux, sur Internet. Et c'était comme un rythme déjà proche du rythme des vagues, quelque chose qui revenait de manière cyclique et qui évoquait des choses assez fortes chez moi. Comme je me suis toujours intéressée à la question de l'abri, la peinture qui devient un abri pour soi, un abri qui est fragile, qui est peut-être menacé, la figure de l'apocalypse. Je me disais, est-ce que peut-être que je projette une sorte d'apocalypse contemporaine, donc toutes ces inondations spectaculaires qui arrivent dans les médias. Donc, la première chose qui m'est apparue, c'est que j'avais besoin de trouver le temps juste pour moi pour appréhender ces images, qui sont les images qui passaient très vite. Donc après les avoir soigneusement conservées, il y avait l'idée de soigneusement les colorier. Et donc l'idée, c'est que c'est toujours une maison inondée avec la feuille qui est coupée au milieu, avec la ligne entre l'eau et la maison. Donc toute la partie du dessin, les traits sont dans ce sens, et l'eau et les traits sont dans l'autre sens. Et donc on peut imaginer un travelling dans une barque depuis des années, depuis 2008, je suis dans cette barque et j'avance, et le paysage se construit au fur et à mesure avec cette ville qui est constituée de maisons qui viennent du monde entier, d'époques différentes. Ça, c'est plus très important pour moi une fois que ça devient du dessin. Alors, bon, effectivement, ce qu'on peut... Enfin, quand on regarde l'œuvre, il est certain que on ne peut pas manquer d'évoquer la peur du noir. La peur du noir qui, à vrai dire, est une peur probablement de l'engloutissement. C'est pour ça que l'inondation m'a paru être un ressort, enfin possible, de ce sorte de fantasme d'un retour in utero mortifère. Pour c'est un abri. Pour moi, c'est des images assez apaisantes. Quand je les réalise, je trouve un apaisement. Oui, si je peux me permettre, il y a un élément qui permet l'apaisement, en tout cas là, c'est le trait de lumière qui isole deux surfaces. Parce que
là, il y a l'indication d'une possibilité de séparation par rapport à l'engloutissement fusionnel. Et que ce trait de la limite permet probablement de retrouver de l'air. Je voudrais poser la question aussi à Barbara par rapport à l'expérience que vous avez à ABCD avec à la fois les vies et aussi les d'artistes bruts, y compris vivants, enfin qualifiés bruts, y compris vivants avec lesquels vous travaillez, par rapport à ce que vient d'esquisser Béatrice sur ce rapport au temps dont on a vu que les artistes ont réagi. Comment est-ce que la temporalité ou la lenteur peut intervenir avec les artistes avec lesquels vous travaillez, ou que vous connaissez le travail? Déjà, il y a beaucoup d'œuvres où on ne sait pas grand-chose des artistes qui les ont créées, soit parce que ce sont des œuvres anonymes, soit parce que ce sont des artistes qui ne parlent pas. Mais pour ceux où on peut repérer les choses, qui est par exemple le cas de Chiyoki Sakagami, qui sont les 3 dessins que vous voyez à côté de la boîte de Rieko, en fait, on voit bien qu'elle, par exemple, on sait qu'elle met parfois plus d'un an pour faire ce type d'œuvre, puisqu'en fait, elle met des gouttes du blanc sur le blanc. Donc, quand vous regardez attentivement, vous voyez que, de loin, sur une photo, on ne voit pas grand-chose, mais quand vous voyez de près, en fait, ça crée une espèce de texture qui est assez intéressante, qui peut évoquer la peau ou autre chose. Mais, donc, il y a évidemment cette fascination pour la lenteur avec laquelle certains artistes dans la brute créent des choses, ou le fait qu'on a l'impression qu'ils ne se soucient absolument pas du temps auquel nous sommes tous assujettis tous les jours. Oui, j'étais assez intéressée par comment il s'appelle, l'artiste que vous avez présenté au Palais de Tokyo l'année dernière. Zdeněk Košek. Oui, qui est dans le travail qu'il faisait à propos de la météo, était aussi dans une sorte de travail, c'est aussi il était dans une prédiction, il y avait un rapport au temps assez compliqué chez Košek. Alors après ça, en fait, il y a autre chose. Chez Košek, déjà il y a l'association parce qu'en fait c'est quelqu'un qui pendant 2 ans a pensé qu'il fallait qu'il contrôle le temps météorologique sur la planète. Il pensait, en fait il était convaincu que par le moindre geste de sa main, il pouvait créer une tempête, une sécheresse. Et en fait, il n'a quasiment pas dormi pendant 2 ans et il passait tout son temps devant sa fenêtre en notant tout ce qui se passait autour de lui. Il notait les heures, les minutes, et puis les associait aux lettres de l'alphabet, les éléments chimiques, les sons, tout ce qu'il entendait, ce qu'il voyait. Donc, il mettait une espèce d'ordre dans le désordre du monde en pensant qu'il a la responsabilité pour la planète entière. Donc, il y a l'association entre le temps et le temps météorologique. Mais je ne sais pas pourquoi, je voulais parler de lui. En quoi ça t'a... Eh bien, parce que ça, je ne sais pas ce que pense Béatrice parce qu'on a entendu ici, par exemple, dans ce que disait Claire, le fait de garder les images qui arrivaient rapidement et ensuite de les organiser dans la peinture. On a travaillé sur la lenteur avec l'idée qu'il y avait une organisation du temps par le créateur. Que ce travail, organisation n'est peut-être pas le bon terme, mais une sorte de... Alors, je ne sais pas si Béatrice pouvait continuer sur cette question de mettre de l'ordre. Et aussi autre chose qui était un autre point, c'est qu'on a décrit des processus lents qui n'ont pas de raison de s'arrêter. Donc, est-ce que cette lenteur, elle est une organisation du temps, et à quel moment est-ce que ça s'arrête? Alors, bon, moi je tiens beaucoup à ce qu'on repère bien que le temps, il est disposé de façon topologique à l'intérieur de notre paysage. Je pense que c'est très important parce que sans ça, donc le processus qui nous permet d'agir est un processus ultra rapide, c'est-à-dire tout est là en même temps. Donc la lenteur d'exécution, le temps que ça prend, etc., je crois que ça ne rentre pas en ligne de compte. Il y a un travail associatif qui se fait malgré nous sur un mode complètement automatique qui nous échappe. C'est pourquoi d'ailleurs toutes les œuvres d'art garderont toujours leur mystère, parce que cet instant-là de cristallisation des choses échappe à jamais. Ça, je crois que on va pouvoir causer pendant des heures,
il y a un noyau dur là auquel on n'accédera jamais. Juste une anecdote pour distraire un peu. À l'hôpital, quand on arrive à l'hôpital, l'interne de garde est censé rédiger une observation. Et dans cette observation, il y a une partie qui s'appelle « Histoire de la maladie ». Et j'ai lu un jour un compte-rendu qui m'a amusée parce que à la question posée un peu bêtement, je dois dire, à un jeune homme qui arrivait là, probablement qu'on allait poser un diagnostic de schizophrénie, on lui demande « À quel âge êtes-vous tombé malade ?» La question, elle est sotte, hein, parce que c'est pas exactement comme ça qu'il faudrait aborder les choses. Mais bon. Réponse très tranquille du gars, hein, c'est « Je suis tombé malade à tous les âges ». Donc, lui, il avait absolument conscience, alors ça c'est la grande qualité des psychotiques, que de savoir, d'avoir une sorte de savoir théorique sur le fonctionnement psychique. Hein, je suis tombé malade à tous les âges, ça veut dire qu'il sait très bien que c'est toute son organisation, enfin, c'est toute sa vie et tout son psychisme qui est organisé de cette manière-là. Tous les âges, c'est tous les instants de sa vie. Alors, maintenant, je pense que le travail de la création ressemble un peu au travail du rêve, en ce sens que c'est un travail associatif. Même si les modalités associatives nous échappent. Alors, elles se nourrissent bien sûr de ce qu'on rencontre autour de nous. Mais je dirais que c'est pas pour rien que vous avez collecté des maisons inondées. Je veux dire que forcément, vous les avez trouvées dans les journaux, partout, elles étaient là autour de vous. Mais cette image-là qui est dans le monde autour de nous fait forcément écho à quelque chose d'autre qui vous est beaucoup plus personnel, antérieur, etc. Vous avez là ce qu'on appelle une sensibilité à cette thématique. Mais pour le coup, je suis intéressée. Oui. Pas longtemps. Oui. Je trouve que c'est ça qui en même temps est passionnant pour moi dans le fait de faire ce que je fais, c'est que c'est en le faisant que je comprends, peut-être 2-3 ans après, qu'est-ce qui effectivement dans mon histoire personnelle résonnait tellement dans ces images-là en particulier. Parce que c'est vrai que je vous ai parlé d'apocalypse contemporaine, ça aurait pu prendre des formes totalement différentes. Là, c'est toujours l'eau qui recouvre, l'eau qui engloutit. Voilà, donc après, c'est pas... Oui, on apprend sur soi en faisant après, les il y a choses. je sais pas, tous les propos écologiques, Bien sûr, il y a plein de la choses montée qui des peuvent se... eaux, enfin bon, le risque d'engloutissement, il est bien réel. Mais peut-être que c'est par rapport à cet instant dont vous parliez tout à l'heure, en disant il y a un instant qui gardera toujours son mystère, qui est le déclencheur, effectivement. Peut-être le déclencheur de ce moment où j'ai extrait cette première image pour qu'elle devienne un dessin. C'est que justement, je crois qu'en tant qu'artiste, on accepte le fait de ne pas savoir, et que peut-être au bout d'un long moment, on comprend qu'on comprendra de mieux en mieux soi-même en cours de route, mais que les premières étapes d'un travail comme ça, ils se font à l'intuition, à l'aveugle, à la pulsion. Et Benoît, parce que Benoît, vous avez un travail très différent, celui de Claire. Là, on parle d'un processus qui est aussi en partie mémoriel. Comment ça vous fait réagir ce qu'on dit là et ce qu'on décrit comme... En fait, moi j'ai l'impression, en tout cas dans ce que je fais, la mémoire n'intervient pratiquement pas. Enfin, j'ai pas du tout comment dire, à puiser dans des images ou des choses comme ça. Moi, c'est plus une tentative de s'extraire de. Tout à l'heure, on parlait du temps standard, un peu de la vie quotidienne, parce qu'il faut être lent par rapport à quelque chose, donc c'est relatif aussi. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport au temps quotidien des gens autour de moi, par exemple, qui travaillent, où j'ai l'impression de trouver, comment dire, une ressource en s'extrayant de ce temps. Et c'est assez du coup, le ralentissement aussi a
beaucoup de sens pour moi, parce que c'est dans les moments où j'ai l'impression de ralentir par rapport à ce temps que j'ai une qualité d'observation différente. Et par exemple, pour la pièce que je présente, donc les sculptures de fond de poche, je me rappelle très bien du moment où les idées se sont précisées, où j'ai commencé à manipuler ces tout petits morceaux de poussière. Je me suis rendu compte en fait que c'était le ralentissement et le fait de décélérer par rapport au mouvement qu'il y avait autour de moi qui m'avait permis paradoxalement de faire surgir ces formes. C'est-à-dire des formes qui tout à coup ponctuellement surgissaient, à condition d'avoir au préalable ralenti le mouvement, la cadence, enfin, je ne sais pas comment on pourrait nommer ça, mais à un moment donné, oui, j'ai l'impression d'avoir produit une forme de décélération qui a permis d'engager le projet et ensuite après la réalisation. Mais avant de réaliser, j'ai pas l'impression de travailler sur la mémoire, par exemple. Enfin, le fond de la poche, c'est un lieu d'oubli, non? Oui. Mais je ne pense pas comme ça, c'est-à-dire j'essaie de faire venir des choses à moi plutôt que d'essayer d'aller les chercher. En fait, c'est trouver des choses finalement, essayer de trouver. Des choses de trop aussi. Enfin, je sais pas. Ouais. C'est une rencontre, quoi, enfin, peut-être avec des. Alors, il y a un exemple célèbre, c'est celui de Giacometti, qui a un geste extrêmement rapide. Enfin, on le voit travailler sur un documentaire. Il travaille sans regarder ce qu'il fait, et quand on l'interroge, il dit je sculpte pour savoir ce que je vois. Rieko, dans l'activité de tissage, qu'est-ce que ça extrait par rapport au temps? Est-ce que vous êtes dans un rapport de mémoire? Est-ce que vous êtes dans un ralentissement des souvenirs, de la mémoire, de l'expérience? Est-ce que c'est parce que vous travaillez lentement que ces formes arrivent, comme raconte Benoît? Mais plutôt un artiste Giacometti. Oui. Comme je travaille, comme je pense. Je ne sais pas non plus ce que je crée. Je ne sais pas à la fin. Donc, comment dire, je travaille spontanément et je travaille directement. Il n'y a pas de schéma dans ces œuvres-là, elles sont Mais pas par exemple, celle-là, ça exprime mes sentiments d'il y a 4 ans. Et cette époque-là, je voulais exposer quelque part, mais je n'arrivais pas à trouver un endroit. Donc, en brodant, je me suis dit, je veux exposer. Et donc, ça, c'est mes sentiments de quelque chose de très agité, alors que c'est un processus qui a pris, c'est ce dont vous parlez. Et alors, on retourne sur cette question de l'arrêt, parce que tout ce qu'on dit là... Ça me paraît un peu tôt là, dans la conversation, parce que je pense qu'avant de se poser la question de l'arrêt, il faudrait déjà se poser la question des diverses modalités d'un fonctionnement dont assurément il faut se dire qu'il est logique. Le temps inscrit dans la mémoire est topologique, et le fonctionnement de la réalité psychique est un fonctionnement logique. Alors, le travail de la broderie, il est d'une certaine façon, pendant un certain temps en tout cas, automatique. Hein, il y a une sorte de répétition d'un geste. Bon, et puis brusquement, il y a un point qui va ailleurs. Hein, j'imagine qu'il y a un certain temps où le point se reproduit, et puis à un moment, il y a un point qui va ailleurs. Et ce point qui va ailleurs réalise une sorte de nouage avec le point précédent. Et puis il y aura un autre nouage qui va se faire à un autre endroit. C'est-à-dire que pour finir, on va obtenir une sorte de tissage
fait de différents nœuds, enfin de croisements, des nœuds, des articulations. Et bien sûr, c'est pas anodin de réfléchir au fait que lorsqu'on parle d'un texte d'écriture, eh bien, le mot texte est issu du mot tissage. C'est la même origine étymologique. C'est-à-dire que les représentations sont organisées comme une sorte de texte. Alors un texte visible, mais pour autant illisible. Et je me demande si dans ce travail de tissage, alors évidemment le travail d'ACM ressemble beaucoup à toutes ces sortes de nouages. C'est pas non plus inutile de rappeler que ACM travaille dans l'atelier de son père qui était tisserand, justement. Et que toute sa jeunesse, il a vu travailler un tisserand. Donc ce texte, il est illisible, mais est-ce qu'il n'est pas là précisément pour nous montrer ce qu'est la structure? C'est-à-dire qu'au fond, la création, là, nous donne accès à un réel du fonctionnement psychique au-delà de toute signification. Et c'est un peu le travail que l'on peut apercevoir dans le gommage du livre de Proust, par exemple, ou dans d'autres travaux qui utilisent la gomme. C'est-à-dire que on fait sauter en quelque sorte le réseau de la lisibilité, de la signification du texte, pour aller à la structure du papier, de l'encre, voire d'un mot, voire reconnaître les mots qui sont en lien les uns avec les autres, pour celui qui gomme, bien sûr. Éventuellement, ça aura aussi un effet et un impact sur celui qui regarde. Par exemple, vous avez l'œuvre d'Odinos qui est là. Celle qui est dans la vitrine. Celle qui est dans la vitrine. Alors, je regrette que Lise ne soit pas là. Voilà. Donc, voilà ici une succession de réseaux. Vous avez la trame du papier. Le réseau, il est partout en forme de filet, enfin toutes les formes de réseau possibles, et le tout sur un lit de mots qui sont, pour cette personne, forcément articulés les uns aux autres. Donc, cette image-là, qui nous frappe parce qu'elle est complètement impénétrable pour nous, elle nous saisit parce qu'au fond, nous savons inconsciemment que nous sommes constitués sur des réseaux de ce genre. Alors des réseaux de formes, des réseaux de mots, des réseaux d'impression, des réseaux de couleurs, des réseaux... Tout ce qui s'est enregistré en nous au fur et à mesure du temps laisse sous forme de réseaux connectés d'une certaine façon. Ce que je voulais dire, est-ce qu'on peut dire du coup que ces œuvres comme celle de Vico ou celle-là du coup, donne une impression de lenteur qui est celle en fait d'une épaisseur du temps. Je veux dire ça. Alors. Est-ce que la lenteur, c'est... Non, je crois que ça nous donne simplement l'idée de ce que c'est que l'instantané d'un cerveau. Oui, mais qui repose sur un ensemble de couches. Ah, qui repose évidemment sur. Oui, effectivement, on peut dire une épaisseur. En fait, j'aurais une question à poser à Béatrice aussi. C'est une constellation. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur cette matérialité de la langue ou du signe, la matérialité des choses, ce qu'on fabrique là, en fait, ce qui me semble important, et ce que je voulais dire tout à l'heure avec Kochek, c'est que finalement, en fait, ce qui nous montre, c'est qu'on est confronté à un système de quelque chose à quoi il pose une question. Enfin, il interroge ces signes comme une espèce d'oracle. Et ils attendent une espèce de réponse qui vient ou qui ne vient pas
c'est ça ce qui me paraît intéressant dans le cas de Cochet qui joue avec les lettres et les chiffres, ou des gens comme Weidener ou qui aussi travaillent avec les dates, avec le temps. Et il me semble que la langue, dans ce travail-là aussi, c'est une espèce de... Enfin, c'est comme si on essaie de former une question à quelque chose qui nous dépasse. Bon, alors c'est vrai que là, il faudrait aller rechercher. Bon, enfin, disons que pour quelqu'un qui se trouve dans une situation où la réalité qui l'entoure ne lui paraît plus, pour une raison ou pour une autre, compréhensible, explicable, effectivement, il va aller chercher au fond de lui, au fond de sa poche, un modèle à qui on ne sait pas trop comment, qui lui permettrait de réordonner le monde d'une façon intelligible. C'est-à-dire, il va inventer une théorie du monde qui lui permettre de s'y situer d'une façon confortable, au lieu d'être dans la perplexité de quelque chose qu'il ne comprend plus. Peut-être là-dessus, on pourrait demander aux artistes de réagir sur ce... Parce que c'est quelque chose qu'on a, dans les visites qu'on fait, beaucoup de gens ont cette compréhension, par exemple, du travail de Clément Bell, de refaire autre chose. Et voilà. Comment est-ce que cette idée qui vient d'être énoncée, est-ce que ça vous parle ou est-ce que c'est... Le fait de rendre intelligible, tu veux dire, Oui, de un réorganiser processus un d'idées. monde. Voilà, c'est ça. Oui, mais en fait, moi, ça me parle dans le sens où, d'ailleurs, on parlait de Giacometti tout à l'heure, et c'est la toute première forme que j'ai faite. Enfin, d'ailleurs, je ne l'ai pas faite, je l'ai trouvée. J'ai vu un Giacometti, en fait. C'était une toute petite poussière grise qui représentait comme... Enfin, moi, j'ai vu un marcheur, quoi. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai rendu intelligible la matière informe, finalement. Et c'est en rejoignant, finalement, l'histoire des formes et l'histoire de la sculpture en particulier que j'ai rendu possible la réalité d'une idée, c'est-à-dire la rendre matérielle aussi. Mais c'est parce que je l'ai raccroché à une connaissance, peut-être, et une volonté aussi de l'inscrire dans une histoire des formes. Donc moi, ça me parle aussi, cette idée de... C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, il faut aussi, quelque part, s'extraire du rêve aussi. Parce que le rêve, ça peut être une forme ça peut être le foyer peut-être des idées, mais c'est aussi, il y a aussi quelque chose de dangereux, c'est de rester dans le rêve. Donc à ce moment-là, tout est irréel et il n'y a aucune réalisation. Donc c'est un peu la difficulté aussi, je pense, dans le processus de création, c'est de pouvoir faire des allers-retours entre justement le rêve, la puissance du rêve et ce qui permet de réaliser, mais aussi la réalisation qui est une résistance au rêve aussi, peut-être qui est difficile de faire dialoguer en tout cas le rêve et sa réalisation. Moi, peut-être pour essayer de répondre à cette question, je parlerai plus du temple qui est là, qui est un objet réalisé en tissu. Parce que là, pour moi, c'était une manière de... La couture, c'est surtout, comme je sais pas coudre, c'est plus l'idée de l'assemblage, de remettre des choses ensemble, des fragments ensemble et de les sauver de la disparition. Parce qu'en fait, j'étais arrivée à Pékin au printemps 2012 pour une résidence de 3 mois. Et à l'occasion de cette résidence, j'étais logée, accueillie dans une petite maison qui était dans un quartier populaire, traditionnel, les Routons, dont on a pas mal parlé au moment des Jeux Olympiques parce qu'ils ont été énormément détruits. Donc ces quartiers, déjà, il en reste très peu et c'est comme des petits îlots dans la ville. Et on sent qu'ils sont plus là pour très longtemps. Donc il y a aussi cette sorte de cocon fragile en train d'être détruit au fur et à mesure. Et donc juste devant, au pas de la porte, la maison dans laquelle j'allais passer 3 mois, il se trouve que c'était un spot sur le coin du trottoir où des gens qui vivaient dans la rue, des clochards, se retrouvaient le soir pour trier les choses qu'ils avaient récupérées dans les poubelles. Donc ils récupéraient tout ce qui était revendable pour le recyclage. Donc c'était à la fois les bouteilles en plastique, les canettes, le tissu, donc des vieux habits, le bois, et tout ça devenait des piles, des tas, une organisation assez impressionnante, et était ensuite pesé sur
une balance fabriquée par un autre monsieur qui avait un camion et qui repartait ensuite revendre ça dans un autre centre de tri. Et moi j'étais complètement fascinée par cette activité. J'avais l'impression qu'il y avait des trésors là dans ces tas. Je me disais mais j'aimerais avoir le temps justement de fouiller, de retenir un peu des choses. Et particulièrement les tissus, parce qu'il y avait cette idée qu'ils gardaient vraiment la trace et la mémoire des gens qu'ils avaient, voilà, l'enveloppe corporelle, etc. Donc je m'étais fait traduire une petite phrase dans un carnet en chinois, comme je ne parlais pas du tout chinois, pour pouvoir aller, je crois que j'avais surtout envie de créer un contact aussi avec ces gens-là. Et donc dans ce carnet, il y avait écrit que c'était très court, je suis une artiste française, pour un projet artistique, j'aimerais vous demander de me donner des petits morceaux de tissu. Donc je ne voulais pas brouiller l'organisation économique, puisque chaque pesée correspondait à quelques centimes. Et je me disais, si moi j'essaye de payer ces tissus, je vais me tromper forcément sur la valeur, ça va créer des tensions entre les gens, je vais peut-être avoir des gens de toute la ville qui vont arriver pour des choses des poubelles. Donc j'ai demandé à juste 1 cm², ce qui permettait de ne pas changer le poids et donc de ne pas modifier l'économie. Et donc ce qui est apparu, c'est que c'est devenu un don. C'est que ça, je n'avais pas envisagé, comme je suis quelqu'un habituellement très solitaire, le travail de peinture, il se fait absolument tout seul. Et là, d'un coup, j'ai inclus d'autres gens. Et ces gens, en plus, ils me donnaient quelque chose. Donc voilà, de fil en aiguille, pendant ces 3 mois, j'ai été tous les jours, j'ai noué des relations avec certaines personnes qui ont commencé même à me mettre des choses de côté. Voilà, on pensait à moi, un petit tissu, il y avait une petite fleur qui était jolie, la fleur, donc je sentais que c'était pour ça qu'ils avaient découpé celui-là. Si j'étais pas passée la veille, elle était là le lendemain. Et donc après, j'ai voulu réassembler tous ces morceaux et ça a pris la forme d'un temple parce que pour moi, c'était devenu une célébration de ces échanges humains. Et là, je reviens sur la question du temps, qui était de trouver le temps juste. Pour moi, passer 3 mois à Pékin, même 3 mois en Chine, j'ai absolument pas parcouru la Chine, j'ai pas été visiter plein de choses, j'ai même pas été voir les grands monuments qui étaient pourtant pas loin du tout. Et en fait, le temps dont j'avais besoin, c'était de me dire, moi cette ville, je vais la prendre comme ça sur ce coin de trottoir parce qu'il y a tellement de choses qui s'y passent. Donc une personne par une personne, 1 cm² de tissu par 1 cm², et il en est résulté ça. Et ça a été mon temps à moi pour apprendre cette ville, cette culture, ce rythme. Et donc peut-être là, je te rejoins un petit peu, en fait, de se décaler, de se dire, moi en tant qu'artiste, je crois que j'essaie de trouver ma place, et que ma place, elle est des fois un tout petit peu dans le décalage au niveau de même la manière dont les gens marchent dans la rue, quoi. Bon, bah là, d'un coup, je marchais pas dans la rue, j'étais plantée sur ce coin de trottoir. Et notre histoire de lenteur, c'est juste un phénomène parmi d'autres de rapport au temps. On a Mais choisi du coup, celui-là, mais ouais, c'est vrai que lenteur, un décalage comme un autre. Ouais, et puis surtout, je crois que finalement, moi, je le vis pas forcément. Je me suis rendu compte en vous entendant parler tout à l'heure, je me suis jamais dit, tiens, je fais les choses lentement ou je suis lente. C'était plutôt, là, j'ai l'impression d'avoir trouvé mon rythme. Voilà. Donc, je n'ai pas évalué. C'est intéressant, ça décale un peu la problématique, mais c'est ce que vous nous suggérez dès le début. Alors, comment ça s'appelle? Voilà, parce que c'était l'autre question, c'est que là, on est parti d'objets qui s'inscrivent dans des temps qu'on a évoqués, qui sont plus dans un décalage, peut-être que l'effet de lenteur est ce lien d'un décalage par rapport au temps chronologique, quotidien, peut-être d'autre part qu'il marque un millionième de rapidité de la création qui fait remonter une épaisseur, une constellation de temps. Et toute cette logique-là nous explique qu'on a une sorte de dynamique comme ça, qui ne nous ramène pas à l'arrêt. Moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, par exemple chez Monciel, ou dans certaines broderies, peut-être même peut-être plus chez Monciel ou chez d'autres. À quel moment est-ce que ça s'arrête, puisque finalement la page est remplie, il y a une sorte de all-over, on pourrait continuer indéfiniment. À quel moment est-ce qu'on s'arrête de gommer? À quel moment est-ce qu'on arrête que le plan de la ville s'arrêtera là? À quel moment est-ce que Anaïs Albar, il y a des parties qui sont brodées, il y a quelques parties qui ne le sont pas, pourquoi broder ces parties et pas les autres? Donc à quel moment est-ce qu'on s'arrête, puisqu'on a montré à quel point cette expérience était existentielle? Alors ça c'est évidemment très compliqué. On peut se dire que Monciel il s'arrête parce qu'il est arrivé au bord de la fête. C'est souvent le cas apparemment. Bon.
Mais composé, si vous regardez l'émotiel, vous voyez bien que les têtes sont bien au milieu, que les autres sont bien placés, et que si on continuait sur une autre feuille, il y aurait à nouveau une composition de la feuille et chaque chose est en harmonie avec les autres. Donc Absolument. c'est pas l'anarchie. Hein. L'éternité n'est pas l'anarchie. Alors peut-être que pour essayer de comprendre un peu les choses, on va prendre l'exemple inverse, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'arrête pas. Je vais prendre l'exemple d'Opalka. Opalka, il écrit la suite des nombres, et chaque année, il met un dixième de blanc dans le noir de son inscription, jusqu'à ce que mort s'en suive, et c'est bien ce qui est arrivé, puisqu'il a fini par mourir à la tâche, après avoir inscrit pendant des années la suite des nombres. Opelka, il y a un livre qui a été écrit par Catherine Desprats-Péquignot qui raconte, qui a eu la chance de pouvoir l'interviewer et qui a réussi à comprendre un petit peu quelque chose. Il y a un souvenir d'enfance d'Opelka. Opelka, il décrit son entrée en quelque sorte dans ce modèle de création qui s'accompagne, je crois que vous le savez, d'une photographie tous les jours et d'un enregistrement de sa voix tous les jours aussi. C'est-à-dire quelque chose qui, au fond, suit le rythme du temps linéaire. Et donc, Catherine Desprats-Péquignot a pu recueillir ce souvenir d'enfance qui lui paraît assez décisif. Opelka, enfant, c'était pendant la guerre. Sa mère devait s'absenter pour un enfant pour une maman pendant la guerre, c'était évidemment un signe de danger, hein, avec le risque évidemment qu'elle ne revienne pas. Les circonstances faisaient que ce départ était marqué d'une certaine anxiété. Et la maman, avant de partir, lui avait dit: regarde l'horloge, quand la grande aiguille sera arrivée là, je reviendrai. Le gosse se met devant l'horloge et attend. Et donc il suit la marche de l'aiguille. Et manque de bol, à un moment, l'horloge s'est arrêtée. Panique à bord, évidemment. Hein. Bon. Donc ce temps qui ne se montrait plus en train de s'écouler lui faisait vivre la disparition, l'absence de sa mère, comme devant être éternelle, évidemment. Donc vraiment très très grosse panique, je crois qu'il devait avoir 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et bon, sa mère est revenue, tout ça, mais enfin, il a gardé de cet épisode, évidemment, une propension anxieuse énorme. Et évidemment, un rapport au temps très particulier. Donc, on peut penser que ce traumatisme de l'enfance a quelque chose à voir avec cette entrée en création. Alors, il faudrait analyser le pourquoi, à je ne sais pas quoi, 40 ans, 35 ans, 40 ans, je crois, brusquement, il a eu la révélation et il le décrit, hein, il était dans la rue comme ça, et brusquement, voilà, c'était ça qu'il devait faire. Mais comme une espèce de contrainte à faire, comme un devoir de réparation, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est une situation où ça se répète éternellement pour lui, enfin jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est assez fou si on regarde ce truc. Alors maintenant, si on regarde ce que disent les artistes en général, enfin, excusez-moi, je fais référence à d'autres que j'ai pu rencontrer dans ma vie, à qui je pouvais poser cette question de « Et comment vous arrêtez ?» Et réponse, c'est pas assez beau, ou je sais pas quoi, ou j'ai abouti mon projet, la réponse c'est, ben voilà, c'est quand c'est juste. Alors ce terme de juste, j'ai toujours beaucoup surprise, je l'ai entendu chez plusieurs, quoi. Donc, c'est bien qu'ils ont conscience qu'il y a un ajustement de la forme à quelque chose d'intérieur à eux. C'est-à-dire que brusquement, la représentation de ce qu'ils ont sous les yeux leur renvoie quelque chose d'ajusté à leur propre réalité psychique.
Et ça leur donne un sentiment de satisfaction qui est comme l'aboutissement d'un scénario de jouissance, par exemple. Hein, voilà, il y a un scénario immuable de la jouissance, et ben, voilà, là c'est pas immuable en général, mais c'est un scénario qui aboutit, un scénario alors dont il serait certainement bien en peine de décrire tout le déroulement, mais qui aboutit à une forme qui fait en eux cet écho d'être ajusté à leur réalité psychique. Et là, je crois que on ne peut même pas rajouter quelque chose. Voilà, là c'est fini. Oui, dans les œuvres, ce qu'on montre là, par exemple, je pense au travail de. On va vous poser la question à tous les trois, mais le travail de Benoît, par exemple, nous, ce qu'on présente ici, c'est une table qui a été reconfigurée à plusieurs reprises. Et ce travail-là, par exemple, on donne le sentiment de n'être pas arrêté. Et parce que, voilà, est-ce que en fait, s'il l'est, c'est juste une redisposition? Est-ce que c'est un processus qui continue? J'ai vu les boulettes de réjection, enfin les grosses boules de réjection sur lesquelles tu travailles, c'est une sorte d'expansion, ce travail-là. Donc je posais cette question-là, et à vous deux, la broderie, quand est-ce qu'on l'arrête, puisqu'on a vu qu'elle a été dans le rapport à un chaos des émotions ici. Et pour Claire, il y a une forme de série. Il y avait une sérialité des dessins en feutre. Donc quand est-ce qu'on arrête le dessin? Alors, apparemment quand on arrive au bout de la feuille. Et quand est-ce qu'on arrête la série, en fait? Voilà, c'était les questions. Est-ce que je peux juste Oui, ajouter une nuance en fait, parce que c'est par rapport à ce que disait Béatrice et par rapport à ta question sur les séries. En fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est que je me dis que par l'accumulation, parce que je ne vois pas chez Opalka, mais par l'accumulation des choses et par l'existence de l'œuvre, il doit y avoir quand même un moment où s'est produit un changement. Absolument. Et à quel moment est-ce que ça advient ou ça n'advient pas? C'est ça ce qui m'intéresse. Et ça, c'est vraiment difficile. Ouais, Ben là, c'est dommage que Lise soit pas là, mais bon. En même temps, chez Opalka, là, je suis en train de me dire que sous l'apparence d'une œuvre qui est complètement linéaire, en fait, c'est quand même très fragmenté, parce que c'est-à-dire qu'il n'inscrit pas sa suite de chiffres sur un unique support. C'est une fragmentation, il le divise en toiles. Donc il y a quand même peut-être une conscience aussi que l'œuvre ne peut pas, doit s'inclure presque dans une économie finalement. C'est un moyen de rejoindre aussi l'économie que de diviser le travail en œuvres uniques. Donc en fait, sous l'apparence sur un projet global qui ne finit qu'à sa mort, c'est aussi un ensemble d'œuvres finies. Aussi, quelque part, le cadre, c'est des toiles qui sont produites aussi. C'est pas tout sur le même support, donc c'est vrai que ça pose la question différemment. Alors, il y a la série et la séquence. Hein, c'est sûr que, quand même, il induit une séquence. Bon, c'est commercial aussi. Hein. Pour vendre, on ne peut pas parcourir le monde avec le chiffre, il faut bien l'inscrire quelque part. Mais effectivement, bon, il s'est trouvé un format qui lui paraissait juste pour inscrire des séquences. Et du coup, cette justesse, finalement, elle est, moi je trouve, se trouve dans des critères très, très matériels, très concrets en fait. C'est quelle dimension va faire la pièce. C'est-à-dire, à un moment donné, moi j'ai choisi de montrer des stations de travail et d'adapter, de trouver cette justesse dans les dimensions de la table finalement. À partir du moment où j'ai plus de place pour le faire, où le travail n'est plus possible physiquement, c'est-à-dire matériellement, quand il n'y a plus de place ou quand les outils se chevauchent, c'est que ça ne sert plus à rien de continuer. L'idée, c'est quand même de remplir l'espace et que les choses soient visibles, que chacune ait son espace. C'est des questions très spatiales et concrètes. Finalement, la justesse se trouve à ce niveau-là, je pense. Ah oui, non, mais donc c'est bien. Bon, dans un espace donné, et la contrainte du format, c'est ça, trouver la bonne constellation des objets. Mais on le voit chez soi à un tout petit niveau. Disposer des objets sur une commode, on peut le faire de différentes façons, mais chaque personne va avoir sa disposition. Il y en a plusieurs possibles, mais c'est pas infini. Et vous, je pense que vous avez une disposition
aussi. Enfin, vous en avez plusieurs. Comme ça, comme celle-ci, non? Oui. Oui, mais en fait, c'est l'activité qui donne la forme, c'est-à-dire dans l'idéal, donc c'est-à-dire le fait d'accumuler les choses, c'est le type de manipulation qui va donner la forme à l'objet finalement. Il n'y a pas de décision, c'est pas prémédité finalement. Dans l'idéal, c'est vraiment le travail qui donne sa forme à l'ensemble, à l'installation, en ce qui me concerne. Et les maisons, elles sont avec elles, comment ça se spécialise? Les maisons inondées, mais justement, je crois que je différencierai encore une fois cette série du reste de mon travail. Puisque là, je trouve que quand je commence les peintures, justement, la question de la fin, de la peinture, elle est beaucoup plus risquée ou surprenante ou imprévisible. Alors que les maisons inondées, effectivement, il y a cette idée de remplir la feuille. Après, il y a quand même plein de couches. C'est-à-dire qu'une fois que je suis arrivée en bas à droite, je recommence en haut à gauche, il y a à peu près 5 ou 6 strates de couleurs par teinte visible. Donc c'est tout un travail en transparence, donc on est assez proche du tissage. Et en fait, au bout d'un moment, le papier, il est presque imbibé, comme s'il ne recevait plus. Donc à ce stade-là, ça s'arrête. Et pareil pour le temple, il y avait une donnée qui était le nombre de tissus récoltés, la durée du séjour. Vous les avez tous utilisés, les tissus? Il reste des morceaux, parce que j'en ai beaucoup de petits morceaux. Dans la donnée, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui peut partir sur vous comme perspective? C'est vrai que c'est difficile à trouver la fin. Donc je ne peux pas, quand je travaille, quand je commence à travailler, et je ne peux pas m'arrêter. Donc je travaille, mais il faut arrêter un jour, sinon je fais une œuvre toute la vie. Donc je me dis, non, stop, j'arrête. Et en même temps, mes désirs de création débordent sans arrêt. Donc j'ai envie de faire d'autres œuvres à la suite. C'est pour ça que... Là, on n'a pas pu le voir aujourd'hui parce qu'il y avait, mais vous l'avez peut-être vu lors de votre autre venue, il y a une œuvre de Rieko qui illustre un peu ça dans sa forme, qui est le grand tissu brodé, qui a l'air d'être infini, qui peut s'enrouler, qu'on a l'impression qu'il pourrait être déroulé éternellement. Et par exemple, pour une œuvre comme ça, par exemple, parce que quand on voit des œuvres comme ça, on peut se les représenter, elles sont visibles, elles ont une limite, peut-être que tu as choisi d'abord le tissu et qu'ensuite on s'arrête à l'intérieur de ce cadre. Mais l'autre œuvre là-bas, elle est fascinante parce qu'on a l'impression qu'on pourrait rajouter des morceaux et des morceaux. Oui. À quel moment est-ce que tu t'es dit, voilà, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, ça suffit? Oui, au début c'était le cœur, donc j'ai ajouté voilà. des morceaux de tissu. Et donc finalement, elle est 15 mètres. Mais est-ce qu'on peut rajouter? Est-ce qu'on peut rajouter? Je veux bien ajouter. Oui, c'est rigolo, c'est une œuvre un peu infinie. C'est Magil à qui on avait filé, qui avait des grands rouleaux de drap, je crois que c'est ça. Oui. Et son fils lui avait installé un système qui lui permettait de dérouler le drap, mais elle continuait en permanence. Quoi. Oui, mais là, c'est des morceaux. Non, mais Judith Scott, il est à quel moment est-ce qu'elle s'arrête? Ça, on ne sait pas, on peut le voir dans les films qui ont été tournés sur elle. Il y a un moment où elle décide que l'œuvre est finie, même si elle ne parle pas, elle fait comprendre par un geste qu'ils peuvent la ramener ailleurs. Et pourquoi? Alors là, notre histoire de lenteur, elle tend vers une tentation un peu d'infini, quelque chose qui se continue éternellement. Et on a vu avant qu'elle pointait vers une profondeur de la mémoire, quelque chose comme ça. Donc c'est pas du tout notre sur la lenteur. Mais est-ce qu'on aborde un troisième et dernier point qui était un... Je ne sais pas depuis combien de temps on parle là. Oui. 1h09. 1h, bon, on aborde alors un dernier point peut-être, qui est une question un peu provocante par rapport à ce que je vous ai dit. Enfin, provocante, ne vous inquiétez pas. Par rapport à ce que j'avais annoncé au début, qui était justement de ne pas distinguer. Depuis, vous avez remarqué que ça fait 1 heure qu'on parle de la création sans distinguer vraiment. Hein. Enfin, on a abordé les choses ensemble. Mais tout de même,
C'était la question de comment est-ce que sont perçues, il y a ici des œuvres qui ont été créées dans des conditions différentes que d'autres, par des artistes dits bruts, hospitalisés éventuellement, souvent. Et il y a aussi des œuvres qui sont créées par des artistes contemporains, et du coup, dans ce rapport au temps, quand on a vu qu'il était bien plus complexe que cette idée de lenteur, est-ce que dans ce rapport au temps, il y a une distinction qu'on peut faire, en fait, et qui se verrait? Voilà, c'est un peu la dernière question que je voulais vous poser, et aussi avoir, après, une fois qu'on aura entendu peut-être Béatrice et Barbara, de voir comment est-ce que vous percevez d'être exposés ensemble. Bon, à vrai dire, par rapport au temps, je vois pas. Là, franchement, je. Mais par vois rien rapport du à ce que tout. vous décriviez dans le temps de la création, Là, franchement, je vois pas la différence. j'ai pas dit qu'il y en avait. Non, mais Je pense que je vois pas la je différence. pense que Là. non, mais. Je la vois pas. Par contre, bon, par exemple, le gommage, les livres qui sont gommés. Le Jérémy Benka. J'ai rencontré dans ma vie un patient qui avait la bonne habitude, avant de commencer à faire quoi que ce soit, de gommer consciencieusement dans son entier la page blanche. Il prenait sa gomme, il gommait la page blanche, après il prenait un crayon, il commençait à dessiner. Donc là, vous sentez bien qu'il y a un rapport au réel de ce qui est de son support qui n'est pas le même. Alors, bon, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Un jour, je me demandais, je posais la question à un collègue qui s'appelle le docteur Mortada. Je lui demandais, mais à ton avis, comment on pourrait faire la différence entre, par exemple, une œuvre poétique, un poème, et un propos délirant? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'expression d'un délire et l'expression poétique? Alors il m'a dit une chose qui me paraît pouvoir fonctionner. C'est que l'artiste, alors c'est les poètes, mais c'est les artistes en général, hein, c'est quoi la différence entre une métaphore artistique et une métaphore poétique? Délirante. Hein? Oui, délirante ou artistique. Oui. Il m'a dit la chose suivante, c'est que l'artiste fait valoir le réel du symbolique. Quand Qu'on va expliquer. Quand on gomme la trame et qu'on se prive de la signification pour atteindre la trame du discours, on fait valoir un réel qui sous-tend l'expression, qui sous-tend la signification. Qui serait le livre, l'organisation, Voilà. sa forme, telle qu'on a l'habitude de la Mondeville, rencontrer, par exemple. il nous montre ce qu'on voit au microscope quand on regarde une coupe de cerveau. Vous regardez un microscope et ça ressemble absolument au dessin de Mondeville. L'humour en moins, parce que le regard à moustache, bon, on peut penser quand même que là-dedans il y a un tout petit peu d'humour. Maintenant, alors donc, l'artiste fait valoir le réel du symbolique. Et le psychotique, lui, traite le symbolique comme du réel. Alors, je ne sais pas si vous avez le souvenir, si les uns ou les autres, vous avez pu voir ce film autrefois qui s'appelait Family Life, qui est un film qui a été tourné au temps de l'antipsychiatrie, où on voit une nana... Je crois que c'est Ken Loach. Oui, oui. Oui. On voit une nana qui sans doute diagnostiquée schizophrène, qui balance une godasse dans une horloge. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et elle répond, je tue le temps.
Au sens strict. Voilà. Donc ça, c'est vraiment traiter le symbolique comme du réel. Hein? Elle tue le temps avec une chaussure dans une horloge. Donc, enfin, j'espère que je me fais comprendre. Alors, Là, ça se quand voit on beaucoup regarde chez l'œuvre, Odinos. je ne sais pas si ça se voit. Chez Odinos, moi ce qui me frappe chez Odinos, c'est si on était, enfin je sais pas comment dire ça, je vais le dire un peu mal, mais on dit Odinos, un artiste, par exemple quand Arnaud Aimé, on prend Arnaud Aimé et Odinos, quand Arnaud Aimé reprend les symboles républicains, la Marianne, etc., il en fait une sorte de parodie. Enfin, et ça c'est vraiment la symbolisation. Il en fait une sorte de parodie, il les met sous un coq un peu ridicule, il les met dans des contextes où il en dénonce la violence, souvent. Donc il travaille à partir du... Voilà. Alors qu'à l'inverse, Odinos fait un processus tout à fait inverse. Il en fait pas une parodie, il les prend comme si c'était quelque chose de tout à fait réel et il les coupe. Il coupe les corps en morceaux, il applique avec quelque chose de très lourd sur la feuille, les phrases et les mots. Je ne sais pas si on peut exprimer les choses comme ça. Et pour moi, c'est des gens qui travaillent à partir des mêmes choses, les symboles républicains, les médailles, voilà, toutes ces formes symboliques qui sont celles de notre société et qui les démontent d'une façon absolument inverse, en fait. Vous pourrez regarder, c'est-à-dire que chez Odinos, on a un appel. Alors je crois que vous avez tout à fait raison de noter l'effet de la coupure, parce que par exemple chez les psychotiques, il y a un mécanisme qui est répandu, c'est de confectionner des néologismes, c'est-à-dire de fabriquer des mots qui n'existent pas dans la langue, mais qui sont des mots qui néanmoins appartiennent à la langue sur le plan de la sonorité, mais qui n'ont pas de signification et qui sont faits de brisures de mots. Alors un des exemples célèbres, c'est Lacan qui le donne pour le cas Aimé. Le mot c'est galopiner. Elle a une hallucination, une voix qui lui dit « Qu'est-ce que tu es allé galopiner ainsi ?» Je pense que tout de suite tout le monde imagine toutes sortes de choses à partir de ce mot. Mais néanmoins, ce mot n'existe pas. Alors si vous lui demandez et ça veut dire quoi ce mot-là? Et ce mot, vous entendez bien, c'est un mot français, je veux dire. Hein, il est pas un mot d'une autre langue, c'est un mot français. Elle vaut, enfin, je ne sais pas aimer, je ne l'ai jamais vu, mais enfin, pour d'autres, ça m'est arrivé de poser la question, mais ça veut dire quoi? Et le regard furieux du gars en face qui me dit, mais vous le savez très bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas perçu qu'il avait opéré là une découpe dans le réel de la langue. Et c'est ce que fait Odinos. Hein. C'est exactement ce qu'il fait. Il coupe et reconstruit une autre image, alors qu'on pourrait qualifier de néologique. Et qui est ce que je trouve intéressant par rapport, parce qu'on connaît ces pratiques artistiques qui seraient le mot valise, les surréalistes, tout ça. C'est pas ça, c'est-à-dire Odinos, il fait pas une métaphore avec deux termes différents donc qui agiraient l'un avec l'autre. Il fait un autre truc, il découpe et il colle quoi. Oui, il colle vraiment quoi. La grosse différence, c'est que ça aboutit à un non-sens absolu sur lequel on bute. Voilà. On est là, on dit au secours, où est le. Enfin, on cherche un sens. Alors, on a des tas d'impressions, alors on va en fabriquer du sens parce qu'on est ainsi fait que on ne peut pas laisser on se confronte très mal au non-sens radical. Mais à vrai dire, c'est un non-sens radical. Galopiner, ce mot-là, il n'existe pas. Alors, évidemment, si on entend cette personne, on va solliciter une floraison de sens. Parce qu'on va mettre plein de mots à la place. Mais le mot lui-même, c'est une pierre, c'est un non-sens. On bute dedans. Et une image comme celle de Dinos ou Wölfli, ce sont des œuvres qui nous mettent à la porte carrément. Je pense que l'artiste nous accueille un peu plus quand même. Alors du coup, la brute, qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être une question de conscience du support aussi, je pense. Quand on parle du terme galopiner, par exemple, qui est un néologisme,
si c'est évident pour elle alors que ça ne l'est pas du tout pour le reste du monde, c'est que quelque part il y a une manière de considérer le langage pour elle. Elle ne voit pas les limites finalement du langage, elle n'en voit pas les codes, elle les peut-être elle les dépasse d'une manière inconsciente, c'est-à-dire sans le questionner le support. Donc j'ai l'impression que par exemple le fait C'est hallucinatoire, ça se fait tout seul. Hein. Le mot lui arrive comme ça et pour elle, il existe. C'est pas. Non, mais ça rejoint ce Mais le fait de gommer par exemple la page aussi, c'est ça, une manière de dire que je suis conscient du support et je le dis. La page où il y avait quelque chose écrit, on parle jamais d'Anne. Non, ou la page même en garde. Ah, le verbe qui gomme la page. Hein. Alors, est-ce qu'il gomme le néant? Est-ce qu'il gomme le vide? Est-ce qu'il gomme une hallucination? Ça va rester mystérieux jusqu'à la fin des temps. Hein. On ne saura pas ce que la gomme. C'est une manière d'activer le support, c'est-à-dire de dire je sais que je travaille sur tel support. Je m'en saisis, il est à moi parce que c'est possible hein, aussi. Il y a peut-être une trace là que je ne vois pas mais que je veux enlever pour. C'est clair parce que on va laisser bientôt un temps pour les questions. Oui. Donc je voudrais que vous donner votre sentiment chacun et puis ensuite on écoutera tout. Je reprends juste un souvenir ancien. Je devais avoir environ 12 ans et j'ai été au musée d'art brut de Lausanne sans savoir du tout que c'était de l'art brut. Juste voilà, j'allais dans un musée et je me rappelle très bien, au rez-de-chaussée à gauche, je suis rentrée dans une petite pièce qui était la reconstitution d'une chambre d'un adolescent qui avait peut-être à peu près 12 ans aussi et qui était, je crois, autiste et qui avait recouvert tous les murs et le plafond du sol, tout l'ensemble, avec des feuilles A4 blanches comme du papier de machine à écrire qui étaient recouvertes de dessins au feutre avec exactement la trame comme ça, en impression. Et c'était un choc esthétique pour moi extrêmement fort parce que je suis rentrée dans cette chambre et j'ai absolument compris, je crois, ce qui s'y passait. C'est-à-dire la maison peinture, la maison couleur, c'était la couleur avant tout. Et je me rappelle d'avoir lu. C'était confondu en fait. C'est un peu ce dont on parle, c'était confondu. Ouais, enfin, j'ai compris ce rapport au trait, à la couleur et à vouloir se faire un abri de couleur. Et l'autre souvenir que j'ai, c'est qu'il y avait dans l'explication de cette chambre que cet enfant, a priori, ne choisissait absolument pas ses couleurs. Et je me suis dit, ils sont complètement idiots. Voilà. Donc après, Et Rieko d'être Alex, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres textiles. Qu'est-ce que ça t'a évoqué, qu'est-ce que t'évoques d'être en lien comme ça avec l'art brut, ouais. Oui. Quand je fais mes œuvres, bien sûr, je fais pour moi, pour moi-même, mais en même temps, je fais à quelqu'un. Toujours, je pense à quelqu'un. D'ailleurs, c'est souvent signé, c'est écrit parfois. Et tu veux dire que tu as le sentiment que les autres œuvres avec lesquelles tu as exposé sont au moins de destinataires, sont pas pour quelqu'un, sont moins pour quelqu'un. C'est marqué pour Taeko. Oui. Non, ça c'est quelqu'un qui a acheté. C'est tout. Donc c'est comme ça. Mais oui, mais je souhaite, je voudrais donner honneur aux gens par mes œuvres. Ça c'est mon plaisir. C'est ça. Et par rapport, et par rapport aux autres œuvres qui sont en vitrine, celles qui sont des œuvres d'art brut, est-ce que tu perçois une différence par rapport à ton travail? Non. Je comprends très bien. Par exemple, celle de ces sentiments très forts, donner de volume. Et peut-être qu'on peut finir en ouvrant
perception finalement pour ABCD d'avoir Barbara Bruno, d'avoir reçu ces œuvres finalement d'un contemporain? Comment est-ce que vous les percevez? Quelle est votre perception de ces soi-disant deux mondes? Non, il faut que tu répondes en tant que Non, collectionniste. mais la perception, pour moi, est différente. Je les repère complètement. Je les repère différentes. Ce qui ne veut pas dire que je les aime pas. J'adore le travail de Rico, je trouve ça superbe. Mais c'est d'un autre ordre. Pour moi, c'est vraiment, en tant que collectionneur, c'est d'un autre ordre. Alors pourquoi? J'en sais fiche toi rien. Mais ça sonne différemment. Et une question, c'est que... Je suis incapable de... Enfin, on en parle des heures entières avec Béatrice. On a passé des soirées à... Voilà, quelle est la différence? Alors après, on peut analyser tel que vous avez commencé un petit peu à esquisser. Et tel que tu l'as dit toi-même, d'ailleurs. Toi-même, quand tu me dis qu'il n'y a pas de différence, enfin, portrait, pour vous, il y avait... Pourquoi avoir fait cette exposition? C'est parce que précisément, il n'y avait pas forcément de différence. Il n'empêche que ce que tu nous as dit il y a 10 minutes, c'est tu as posé une différence. Mais on reçoit, nous, en tant que spectateurs. Peut-être que ce qui nous intéressait aussi, c'était qu'il y ait des différences plastiques, ou que voilà, mais qu'essayer de favoriser un rapport à l'œuvre qui ne soit pas biographique. Non, mais ça, c'est... Et moi, j'ai une question, ça sera ma dernière à vous, c'est pourquoi l'art brut? Du coup, tu dis, je ne fais pas de différence, mais pourquoi avoir voulu collectionner l'art brut? Je fais une différence, je sens pourquoi l'art brut t'interpelle. Parce qu'il y a cette fascination pour buter sur l'inexplicable. Et que là, ça laisse partir ma sensibilité, mon plaisir, ma jouissance. Parce que l'art brut me procure en tant que lecteur une jouissance extrême. Que dans l'art qui n'est pas brut est moindre, sauf exceptionnel. Si je suis très très franc. Il faut vraiment que ça soit très très exceptionnel pour ressentir l'intensité et surtout la capacité. C'est-à-dire dans une œuvre qui n'est pas brute, je généralise et c'est stupide, quelque part je fais le tour. Enfin, je l'aperçois et voilà. Dans des œuvres brutes, je peux passer 30 ans de ma vie devant un Wolfli et ça reste toujours aussi énigmatique et en même temps il m'a embarqué dans les aventures les plus extraordinaires qui soient. Donc voilà. Il y avait une question de Ismaël. Comment? Oui, il faut se lever. Toujours. Se lever, je vais me rapprocher. Et c'était de rappeler une phrase de Paul Klee qui dit « L'œuvre est le chemin de l'œuvre ». Or, le chemin de l'œuvre, quand les personnes ont à voir avec la psychose, il est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a des temps différents et que ce n'est pas toujours dans le même temps. Par exemple, Rodinos, pour lequel j'ai beaucoup travaillé, je ne dis pas que j'ai la vérité sur son œuvre, mais enfin j'ai beaucoup travaillé, plusieurs années sur son œuvre, et c'est pas pareil au début et à la fin de l'œuvre. Il faut le souligner, ça, sinon on a des visions trop schématiques. Par exemple, il fait des corps morcelés, mais est-ce que ça renvoie au corps morcelé du psychotique? On n'en sait rien. On peut penser que ça renvoie aux abattis de Rodin, par exemple. Il a travaillé dans un atelier aux Beaux-Arts. Alors, ce qui me paraît très intéressant, on peut regarder une œuvre, forcément, c'est chouette, comme tout, à regarder, ou pas. Mais ce qui est intéressant aussi pour se poser la question par rapport à des gens qui étaient psychotiques et qui peut-être le sont un petit peu moins quand ils ont terminé l'œuvre qu'on expose, qu'on regarde. Hein. Mais il y a ce cheminement qui me paraît extrêmement intéressant. Par exemple, pour un néologisme chez Odinos, il y en a un qui est anatomanisé. Eh bien celui-là, je pense que c'est déjà une tentative de nouage entre un type qui était peut-être figé, anatomanisé, là, comme une anatomie, et d'un seul coup, ça commence à s'animer. Et il le trouve, ce néologisme, à un moment particulier de son œuvre, au moment où on pourrait dire, comme ça, on a l'impression que ça s'anime. Pour revenir à Jeanne Tripier avec les voix, Jeanne Tripier, qu'est-ce qui se passait qu'au début? Elle est dans une lutte permanente avec ses voix qui la bombardent, et par l'écriture, peu à peu, ça va s'apaiser. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces voix qu'elle entendait, à un moment donné, elle dit, il y a un astre là-bas dans un coin qui ne bouge plus. Alors ça, c'est une vraie question, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle a commencé à faire ses broderies dans la fin de ce travail d'écriture. Oui, l'autre, elle qui est plus... Mais celle-ci, bon, on peut dire. Voilà. Et je voulais rappeler aussi une phrase de le poète Rilke par rapport à Wölfli. Il dit
quelque chose comme ça en gros. Hein. C'est-à-dire que il y a maintenant dans le présent de Wölfli ce qui autrefois était du délire et que ça avait changé, et c'est plus de registre, mais de... Voilà, je trouve cette phrase de Rilke, du poète, très intéressante aussi à méditer, à réfléchir. Voilà, je vais faire ces petites interventions. Là. Comment ? On la trouve un peu partout, mais là je la dis un peu, c'est pas si bien que ça, si bien que la vraie citation, c'est-à-dire que dans le passé c'était ça le délire, et maintenant c'est dans une lettre qu'il adresse à Lou Andréas Salomé. Et Lou Andréas Salomé dira à Freud, il n'en fera pas grand-chose, mais Freud, mais enfin il signalait comme ça l'œuvre de Wölfli. Et donc c'est dans cette lettre-là que Rilke, s'adressant à Lou Andréas Salomé, parlant de l'œuvre de Wölfli qui vient d'être publiée dans les années 20, là, par son psychiatre, il a continué après, de dire que ce qui était dans le passé de l'ordre du délire était là dans le présent, dans un autre registre. Je ne suis pas sûre que ce soit le mot registre, mais c'est ça ce qu'il dit, et il lui dit, vas-y, lis-le. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un petit peu de la distinction à brut et à contemporain. Il faut le mettre. Oh non, on parlait pas. Après, j'avais une question sur le fait de s'arrêter dans une œuvre comme une broderie. Est-ce qu'on découvre des fois? Est-ce que vous découdre? C'est découvre des fois. Parce que justement, cette question de l'ajustement et de trouver un moment donné où ça s'arrête, et peut-être que des fois on ne le trouve pas, et donc c'était un peu ma question. Et je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose dessus. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de remplissage en parlant de jusqu'où s'arrêter, mais on n'a pas parlé de comment s'arrêter en faisant le vide aussi, ou la recherche de la justesse par l'absence ou par le... Peut-être tu pourrais parler un peu du travail de Samuel Cohen dans ce contexte-là. Oui, j'ai pas beaucoup de voix par contre aujourd'hui, je suis désolée. C'est vrai que c'est un travail sur la disparition aussi, sur une lente disparition du temps et des objets aussi qui finalement disparaissent. Bon, Samuel Cohen, il a fait tout au fond une toile d'araignée qui représente le plan de la ville de Bruxelles et aussi le petit plan découpé que vous voyez sur le pilier derrière. Qui représente celui-ci la ville de Paris et qui, pour lui, est aussi une forme de métaphore du réseautage de l'artiste, c'est-à-dire que si on part de l'individu qui est le point central et de la façon dont il rayonne à travers la vie, à travers sa carrière d'artiste, mais aussi comment il construit son réseau. Pour moi, il y a quand même, quand j'utilise le mot réseau, en fait, ça rejoint un peu ce que Béatrice disait sur le temps topologique. Moi, j'y vois un lien entre... c'est l'idée des réseaux, des pékinois, je sais pas, ça m'évoque des cartographies, ou que ça soit une ville ou le temps. Pour moi, il y a un lien... Bien sûr. Et dans l'entretien qui se trouve dans le petit livret catalogue de l'exposition, à la toute fin, on a abordé cette question du temps avec lui. Et il m'a dit qu'il voyait le temps vraiment comme quelque chose de cyclique, en fait. Donc il y a une disparition, mais il y a aussi une réapparition, en fait. Donc la boucle se boucle quelque part. Pour moi, ces œuvres-là, en fait, sans faire là, parce que pour toi, c'est vrai qu'on n'était pas d'accord à l'intérieur d'ABCD, c'est que, en fait, moi, ce qui m'intéresse, plutôt que de parler de la distinction entre les œuvres et des processus créatifs, ce que disait Béatrice, c'est aussi cette tension entre le temps cyclique, ce que disait Claire à un moment, et puis le temps chronologique qu'on ressent tous de la fin, et c'est peut-être ça qu'on peut retrouver dans les œuvres, peu importe, en faisant l'abstraction du processus créatif. C'est la tension entre les deux qui reste irrésolue et qu'on peut repérer là-dedans. Tout à fait. J'avais ma deuxième question. Merci beaucoup la répétition, l'itération qu'on regarde les œuvres aussi, le geste qui se... beaucoup. Alors après, c'était peut-être l'image des
commissaire de à quoi peut ressembler la lenteur. Et quand on regarde cette exposition, j'ai aussi, je peux le dire, je peux faire une autocritique, mais c'est vrai que quand on regarde cette exposition, les œuvres se ressemblent, je trouve. Il y a beaucoup de points communs dans ces œuvres-là. Elles sont très chargées, disons il est beaucoup question de remplissage et d'accumulation. Et c'était peut-être notre vision à nous aussi, quelque part, de la lenteur. Comment est-ce qu'on peut rendre visible la lenteur? Et l'accumulation, le remplissage est peut-être une des voies. Et même dans l'effacement, en fait, même dans l'état de gomme, la gomme, même quand on efface, on a au final ce petit tas de gomme qui est quand même là, qui est un assemblage de petits morceaux de gomme. Et justement, je me posais la question des rapports entre le temps et cette idée de répétition du geste, d'itération. Alors, je n'ai pas vraiment de question par rapport à ça, mais est-ce que... je sais pas, est-ce que... Moi, je pense au travail d'Hélène Moreau, là. Enfin, quand tu parles de répétition du geste et de réitération, pour faire une histoire très brève de ce dessin, c'est une image qui est tirée d'Internet, qui a été agrandie très très grand. Et ensuite, donc l'artiste Hélène Moreau a construit une grille sur laquelle elle est venue déposer le papier et a reproduit donc pixel par pixel l'image. Donc c'est vraiment un geste, pour le coup, complètement répétitif, mais à l'intérieur duquel elle a trouvé en fait une manière d'être, une manière de faire. Et au moment, elle s'est posé la question, parce que c'était une œuvre qui était faite dans le cadre d'une commande, et elle s'est posé la question de demander à des gens de venir l'aider en fait, pour combler les vides, et surtout dans les parties plus denses, en fait, plus foncées. Et elle s'est rendue compte que c'était impossible en fait, de demander à quelqu'un de faire le geste à la place, parce que il y avait une identité en fait dans ce petit pixel, dans ce petit gribouillis, et qui était irreproductible en fait. Donc je sais pas, ça répond pas à ta question, mais ça rajoute une... Donc Marion Aduchamp, cette candidature font partie des 5 commissaires d'exposition avec Sonia Rodezinski et Camille Pollan Peut-être Marion, c'est un peu ce que disait Lise tout à l'heure, c'est qu'en fait il y a en apparence une répétition, même dans des œuvres d'art, enfin une espèce d'obsession, mais il n'empêche que ça change. Il y a un moment où ça bascule et ça devient autre chose. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que quelque chose qui peut nous paraître répétitif ou il y a autre chose qui peut... Agnès avait une deuxième question. Non, vous avez un peu répondu partiellement à la question, mais c'est cette question de la lenteur, parce que vous avez commencé en disant là, on s'est interrogé sur la lenteur, et puis finalement en discutant avec les artistes, je ne me souviens plus votre nom, mais que cette question du temps, elle n'était peut-être pas si judicieuse, enfin elle ne s'exprimait pas de la même manière, et je me dis, est-ce que justement la lenteur, c'est pas la manière dont les spectateurs la vivent, plus que les artistes, et c'est là où... je pense que vous avez déjà répondu en fait à ma question, mais c'était un peu votre perception par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Est-ce que tu as envie de... Émilie, tu peux... Je réponds à ça. Après, je vous donnerai la parole. Oui, il y avait cet aspect d'injonction peut-être. Oui, c'est vrai que pour cette idée de lenteur, on est parti plutôt de notre découverte d'œuvres qui nous donnait cette impression-là, et que l'expo s'est construite à partir plutôt de l'œil du spectateur plutôt que de l'étude des processus. Voilà. Ensuite, on a été exigeante en disant on veut quand même que des œuvres, on veut que cette lenteur ressentie, elle corresponde à une réalité, et c'est souvent le cas, cette durée en fait. Et effectivement, après, à quoi ça correspond chez l'artiste, c'était un peu le but de cette table ronde. Enfin, c'est que chez l'artiste, ça se vit bien différemment, dans les temps de la création, avec son expérience de la durée, finalement, on a l'impression qu'elles ont mis du temps. Ça a été long en termes de chronologie, ensuite de temps qui n'échappe
auquel on ne peut pas échapper. Mais au niveau du temps vécu et de la mémoire, enfin de ce dont on a parlé, effectivement, on peut. C'est aussi une certaine position, de prôner la lenteur dans le monde dans lequel on vit. Oui, c'est une exposition très engagée qui prône le fait de faire de la recherche et pas de travailler à coup de projets plus ou moins payés. Est-ce que il y avait une question au fond? Oui, allez-y. Oui, justement, moi j'aimerais bien parler de votre propos, que en fait c'est de la part du commissaire que vous voulez rendre visible le lenteur. Donc vous avez choisi vraiment des choses accumulées, répétitives et volumineuses pour rendre compte du temps. Ça c'est le regard du commissaire aussi. Que, en tant que moi je suis issue de culture extra-européenne, je dis que comme la musique, ici, la composition est basée sur combler le ton. Donc, il y avait beaucoup de, comment on peut dire, bébés de grenouilles dans la partition. Et il faut combler le ton à la musique. Je ne sais pas, Pascal, tu l'as musicien. Mais, par exemple, quand même, dans l'histoire de la musique contemporaine, par exemple, John Cage a été inspiré par des choses extra-européennes, c'est-à-dire long mais soustraire. Donc c'est vraiment de notre perception, plus ou moins moi je suis japonaise, que le temps ne correspond pas à quelque chose comme l'accumulation, répétition. Donc ça c'est ce que je vois dans cette exposition. Il y a quand même, dans l'ontologie occidentale, il y a des a priori par rapport au temps que le temps il faut combler, il faut accumuler, c'est le volume. Mais disons que dans notre rapport entre le temps chez les Japonais ou chez les Asiatiques, c'est différent. Donc, c'est pas tout à fait répétition, accumulation. Donc, c'est intéressant pour savoir qu'à tel point que dans l'ontologie occidentale, il y a ces a priori par rapport au temps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une article justement qui répond à votre question. Il y a une artiste dans l'exposition qui répond. Monsieur, vous parlez de vous tous ou pas? Dans cette exposition, il y a une artiste qui a répondu autrement à cette question de la durée que vous posez très bien, qui est Marine Minoto, qui a donc réalisé le dessin dans l'espace que vous voyez là. Quand on est au coin de la vitrine, on est dans le bon angle, qui effectivement travaille sur ce rapport au temps. En fait, alors Septembre, qui a assisté à la production de l'œuvre, pourrait le décrire plus précisément. Mais en fait, il est question de rester dans l'espace très très longtemps. Et Bruno également. Il est question je vais le décrire, mais rigoler. sans moquerie, parce que c'était vraiment... là, c'était très intéressant par rapport... voilà. Et en fait, je le résume et après vous me dites comment ça s'est passé. Donc elle reste dans l'espace très longtemps et le geste en lui-même ou le fait, et il n'est pas du tout question d'accumulation là, mais au contraire de modeler le vide en fait par des traits de couleur. Et c'est nous, pour le montage, c'est là que je vais leur laisser la parole, c'est vrai qu'on fait une expo sur la lenteur, il a fallu qu'on intègre ce temps long au sein de notre propre organisation, ce qui était quelque chose. Et est-ce que c'est temps que vous veulent raconter? Non, mais c'est tout simplement donc elle se mettait dans l'axe, parce qu'en fait c'est un dessin qui, je pense, en plusieurs layers, plusieurs volumes, strates. Et si vous verrez après, vous mettez dans l'axe de la vitrine, effectivement, ça peut ressembler à, je sais pas, comme un oiseau qui serait passé et qui aurait laissé comme ça des traces de peinture, si on avait mis de la peinture rouge, bleue et verte sur les ailes. Bon, c'est un petit peu ça, comme ça, vous pouvez imaginer, si on a envie. Mais donc, elle restait, mais sans blague, 1 heure, comme ça, dans un état de méditation, enfin quelque chose vraiment d'intériorité très forte. Et puis elle avait son échafaudage, et puis pour porter un trait comme ça, puis ensuite elle revenait, ça a duré comme ça, 3 jours. Alors c'est sûr qu'on avait envie de lui dire, attends, nous on te fait ça en 5 minutes. non, mais c'était très très émouvant parce qu'il y avait une véritable, il y avait une charge, je sais pas, elle se mettait dans un état qui était pour elle son temps, alors que ça aurait pu être techniquement fait en 1 heure. Ça c'est plutôt un performance
Voilà, donc, non mais et après ça, c'est dommage qu'on n'ait pas filmé ça d'ailleurs. Ça c'est vraiment dommage parce que tu as raison, ce que tu dis est juste, c'est nous le temps c'est l'accumulation. C'est vrai. Ouais, il faut combler, ça prouve qu'il y a eu du temps et qu'on a travaillé longtemps, quoi. Ouais, c'est juste. Il y a une question là, de Manuel. Réna a raison de décentrer et ça nous permet de mieux voir toujours, d'être à côté, comme quoi fermer une porte, ça permet toujours de voir ce qu'il y a derrière. Effectivement, là je parle sous son contrôle. Les haïkus, il me semble que ça devait être écrit le temps d'un souffle, le temps d'un soupir. Donc ça me paraît intéressant aussi de voir qu'il y a eu aussi des tentatives pour matérialiser ou attraper quelque chose de ce temps physiologique qui est de plus en plus enseveli sous le temps mécanique. Et ce que je veux dire, c'est que moi je trouve que c'est un bel accrochage parce qu'en fait c'est une idée qui est intéressante. Est-ce qu'elle est juste ou pas? En tout cas, elle est intéressante parce qu'on pourrait aussi imaginer l'exposition au lieu d'œuvres dites artistiques, l'exposition d'objets manufacturés, en se demandant est-ce que cet objet a pris beaucoup de temps? Combien de temps les ouvriers dans telle usine, chaîne de montage ou autre, ont pris pour fabriquer cet objet? Combien de temps faut-il pour fabriquer une automobile? Combien de temps faut-il pour fabriquer une chaîne? C'est-à-dire que dans le cœur des objets qui nous sont proposés bat un cœur humain, mais qui est de plus en plus, et ça ne veut pas dire, bien sûr, mais enfin qui est de plus en plus soumis, contraint au temps de l'horloge, au temps mécanique. Pardon. Et voilà, et simplement une réflexion par rapport à celle la dame, excusez-moi, je n'ai pas retenu le nom, mais qui nous parlait de sa découverte à Lausanne à 12 ans, madame, et de la surprise, peut-être agréable, enfin, ou désagréable, je ne sais pas, enfin, c'est pas tout cet ordre-là, mais de la surprise de voir dans l'instant quelque chose que le temps très long de l'enfance avait comme recherché. Et d'un seul coup, c'est la chasse au papillon. D'un seul coup, se montrait un papillon sous ce filet-là. Tiens, il y a quelqu'un qui a trouvé le papillon que je cherchais. Et comme dirait l'autre, je ne savais pas que je cherchais. Et donc c'est pour ça que peut-être il y aurait à essayer de voir si il n'y aurait quand même pas entre, disons, ces œuvres entre guillemets brutes et les œuvres qui ne le sont pas, cette chose très très simple que l'on ressent, Bruno comme d'autres, je pense, c'est que l'œuvre, disons, brute, voilà, saisit, stupéfie, comme si rien apparemment n'avait permis son surgissement, tandis que dans beaucoup d'œuvres non brutes, on pourrait toujours trouver des traces qui ont dit voilà, c'est Picasso qui va arriver à ça, Braque qui va arriver à ça, puis ça reste toujours très très bien, mais très étonnant, très voilà. Mais on dit voilà, il y a un mûrissement, il y a quelque chose, et là on a l'impression que ça vient, même si après ça évolue, comme ils disent, n'empêche que cette idée du surgissement, vraiment, puisqu'on parle ici de la lenteur, c'est très intéressant peut-être de voir que ce surgissement est tellement radical qu'ensuite, effectivement, on va essayer de trouver des tas de moyens de le situer, mais c'est d'abord un surgissement radical qui fait que c'est comme si vraiment rien ne préparait dans l'histoire des formes, même, parfois, à ce qu'il y ait ceci, d'où la stupéfaction de Rilke en disant peut-être là il y a le cœur de la poésie. Et juste pour finir, il y a par rapport à nous, spectateurs dans cette exposition, effectivement, on peut supposer que les œuvres d'ACM ont mis plus de temps à être fabriquées que d'autres œuvres. Mais une des questions, c'est par exemple, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change de savoir
qu'une œuvre de Sakagami, Sakagami a mis 1 an ou plus à faire cette œuvre. Moi, je pense que ça change quelque chose. Et c'est ça qui me paraît intéressant. C'est pour ça que votre exposition, elle ouvre vraiment sur une question qui est souvent masquée, c'est celle du temps de la production, qui est toujours oubliée lorsqu'on achète des produits manufacturés, et il faut qu'on soit dans le domaine de l'art pour que ça nous questionne à nouveau. Merci d'y avoir pensé. Merci beaucoup pour vos opinions. Cette question du temps que vous opposez par rapport au temps des objets manufacturés, bon, nous on le vit dans d'autres choses qui sont des projets artistiques à court terme. Donc il y a un rythme dans l'art contemporain qui peut devenir de l'ordre de ce dont vous dénoncez. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait assez en tête. Par rapport à l'art brut, alors je pense qu'ici il y a beaucoup de gens qui réfléchissent depuis plus longtemps que nous à cette question. Mais je voudrais dire aussi qu'on a ici autour de nous des œuvres d'art brut. Enfin, la façon dont vous en parlez, il y a ces œuvres d'art brut qui sont autour de nous, elles sont réussies. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un surgissement. Voilà, première chose, c'est l'idée de surgissement venant de nulle part. Il est quand même chez des gens qui sont peut-être schizophrènes, mais aussi artistes. Enfin, il y a plein de gens qui font des œuvres partout. Là, c'est quand même des œuvres qui ont... Elles sont réussies, je ne sais pas comment dire ça. Et la deuxième chose, c'est ne pas pouvoir retracer l'histoire des œuvres d'art brut, mais bien sûr que si. Enfin, on peut les retracer, on en parlait l'autre jour, on peut les retracer en voyant dans quel contexte culturel l'artiste brut s'est trouvé, quels sont les objets qu'il a utilisés. Odinos, on sait qu'il avait des formations, etc. Donc, c'est pas du tout pour nier la différence. Simplement, c'est pour dire qu'il y a aussi une histoire matérielle des objets, une histoire contextuelle, une histoire culturelle. Les œuvres d'art brut, elles sont dans leur temps également. Mon ciel, il est très années 1900 pour un historien de l'art. Je le daterai sans coup férir. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de... Voilà. Ce sont des gens qui sont... Plus tard, ouais. 1945. Bon, c'est plus tard, donc voilà. Mais on peut, du coup je me suis mais je veux dire, on en parlait, il est quand même enfermé, bon voilà, on peut, en tout cas il y a des choses qui arrivent dans l'art brut, qui arrivent dans l'histoire aussi. Je ne suis pas d'accord avec toi Manuel là-dessus, je pense que le travail qu'a fait Lise sur Odinos, sur Trépied, c'est précisément de décrire cette histoire. Tu t'es pas exprimé. C'est essentiel, c'est absolument pas dans ce sens-là. Non, mais peut-être que c'était pas clair ce que tu disais. Non, c'était pas clair. Non, parce que c'est juste une chose, c'est cette tension que c'est très important. Bien sûr qu'elles sont dans l'histoire. Le premier à le dire. Ce que je veux dire, c'est qu'elles sont dans l'histoire, elles appartiennent à l'histoire, il y a des échos, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je rejoins ce que dit Bruno de Charme, là je partage, donc c'est tant qu'elles sont dans l'histoire, et ça, je sais si on l'a dit et redit. Mais, et ce pourquoi vous dites qu'elles sont réussies, on est entièrement d'accord, elles sont réussies, et c'est justement ça qui nous interroge, c'est qu'elles sont réussies comme si, quand je dis rien n'avait préparé au surgissement, je ne parle pas du présent, mon ciel appartient à son présent, il appartient à la Shoah, il appartient à l'après-guerre, bien que rien apparemment ne pouvait, c'est la réaction de Rick. Et bien sûr que Wolfi appartient à la désindustrialisation d'un canton suisse, on peut faire plein de choses comme ça. C'est très important, c'est vous mettez devant l'œuvre qui vous évoque le plus de choses dans votre cœur, etc. Vous placez devant cette œuvre, vous l'étudiez, vous l'emmaillotez d'un réseau de mots, d'impressions. C'est le papillon que vous êtes, qui est voilà. Ce papillon, il a une histoire, on est bien d'accord. Mais c'est ça qui doit être rappelé, à mon avis. C'est justement, c'est à chaque fois. Je viens, c'est comme si, et peut-être qu'à la fin on trouvera. C'est comme si rien n'avait annoncé le surgissement de ces formes-là dans cette façon-là. Rien n'avait annoncé. Et c'est ce que Rilke voit. C'est comme si rien n'avait annoncé, pourtant c'est là et c'est réussi. Et c'est cette tension-là qui fait la force de ces œuvres. Est-ce qu'il y a... Marion me fait des signes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on...
De façon plus informelle. Voilà, on peut peut-être se lever, regarder l'exposition et poursuivre cette discussion avec les unes les autres de l'équipe et les gens d'ABCD. Merci beaucoup d'être venus et puis merci à nos